Mais écoute, peut-être une question pour toi, Christophe. On a l'impression que Le Mans redore son blason. L'équipe Espoir marche bien. Le Mans retrouve un top 8, retrouve la Leaders Cup, est toujours en lice en Coupe de France. Est-ce que tu as ce sentiment et qu'est-ce que t'inspire cette belle phase aller? Oui, alors, redorer, je sais pas, je suis pas sûr que le blason était si terni que ça, mais pour le coup, on a quand même fait les Leaders Cup l'année dernière aussi, donc ça veut dire qu'on était dans les 8, hein, même si c'était différemment, voilà, et un peu plus à l'arrache et peut-être moins savoureux. Euh, oui, c'est évident qu'à date, là, à mi-saison, on peut être satisfait. Tu parles du blason redoré. Moi, il y a le classement en lui-même, le classement brut, voilà, qui est très clair et qui parle de lui-même. On est quand même 5e ex-aequo, on va le dire comme ça, parce que c'est la réalité. Moi, je parle aussi du spectacle qui est proposé, du jeu qu'on produit, ce qui se traduit après par aussi une hausse de la moyenne de spectateurs, qui est quand même un indice important pour un club professionnel. Voilà. Je vois l'engouement des partenaires autour des matchs. On a des réceptifs qui sont souvent complets, auxquels on doit refuser de vendre des places pour nos partenaires parce qu'on n'a plus assez de place. Donc voilà, tout ça sont des signes qui découlent effectivement, je pense, d'une sorte de bien-être autour du club. Les résultats des espoirs, effectivement, c'est aussi un plus parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas été habitué à voir l'équipe en haut de tableau, même si la vocation des espoirs, c'est pas de gagner le championnat espoir. C'est quand même bien de leur apprendre à gagner aussi, hein, qu'ils aient cette culture-là, évidemment. Mais oui, il y a un ensemble de facteurs positifs qui s'additionnent et qui font qu'on vit une période douce et agréable. Bonjour. Bonjour. La différence sur l'engouement dont vous parliez, vous la mettez sur quoi? Sur les coûts qui ont été réalisés contre Paris, Cholet, Monaco, qui n'existaient pas forcément les années précédentes, sur le jeu, voilà, ça vient d'où? Je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait au niveau de la salle. Les investissements qui ont été réalisés à la salle, que ce soit l'année dernière ou cette année avec les écrans notamment. Et c'est toujours cette volonté d'améliorer l'expérience client sur laquelle on travaille régulièrement et qui doit nous permettre de fidéliser des spectateurs au-delà des résultats. Voilà, il y a quand même toujours ce paramètre à prendre en compte. Et c'est pas neutre. C'est dur à chiffrer. Je ne peux pas vous dire c'est 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui viennent pour bénéficier, on va dire, d'une expérience client, d'une soirée. Après, effectivement, je pense que dès le début de saison, on a vu qu'il y avait plus de monde à la salle. Je pense que voilà, il y a l'attractivité de Guillaume, du style de jeu qu'il a pratiqué par le passé et du style de jeu qu'il a mis en place aussi dès cette année à Antares. Je vous rappelle qu'on a quand même commencé par une défaite à domicile. C'était pas le meilleur moyen d'enclencher la mécanique et malgré tout, les gens sont revenus très vite. Et alors après, effectivement, je suis d'accord avec toi, le fait de faire des perfs, voilà, qu'on n'a pas réalisé l'année dernière, et peut-être même il y a 2 ans, j'ai un doute sur les top 3, on va dire, ou les top 4, gagner à Monaco, alors on peut parler du contexte, mais peu importe, on a gagné à Monaco, battre Paris à domicile surtout, je crois, a été encore plus important, il me semble, parce que les gens l'ont vu de leurs propres yeux, ont vu la débauche d'énergie et le jeu qu'on a été capable de proposer contre une très forte équipe ce jour-là. Et puis, bon, aller gagner à Cholet, c'est le petit plus. C'est le petit plus qui va bien, mais c'est surtout gagner chez le leader, invaincu chez lui, voilà, qui est champion d'automne. Hein, donc voilà, aller gagner là-bas et le mériter sans discuter. Voilà, moi c'est ça que je retiens. Donc oui, tout ça s'accumule, ça fait que voilà, on sent un nouvel élan. Mais c'était l'idée de recruter aussi Guillaume et de relancer une nouvelle dynamique. La hausse de tu as déjà des chiffres par rapport au début de saison? Ah oui, j'ai des chiffres précis. L'année dernière, on a fait 4914 sur la saison, ce qui est honnêtement pas si mal que ça. Voilà, essayer de réunir près de 5000 spectateurs dans une salle toute l'année, quand vous faites une saison globalement moyenne, c'est pas neutre. Cette année, on est pour l'instant, à l'heure où je vous parle, à 5236. Il y a Monaco qui se profile évidemment, qui est guichet fermé, donc on va passer au-dessus des 5003. Voilà, ça commence à être assez parlant. Voilà, oui, on a des chiffres et l'idée c'est d'essayer de maintenir au moins les 5003 de moyenne sur l'année et peut-être d'aller chercher encore un peu plus. Guillaume, qu'est-ce qui t'a plu dans cette phase aller et peut-être dans quel domaine tu penses que l'équipe a vraiment progressé, franchi un pas en tout cas? C'est vrai qu'il y a des éléments sur lesquels on a trouvé de la stabilité. La première stabilité peut-être qui s'est dessinée, c'est une progression sur l'aspect défensif qui se matérialise sur la tenue du rebond.
Après, l'autre aspect, c'est dans cette débauche d'énergie, on a souvent réussi à se créer un bon nombre d'occasions, des possessions supplémentaires vis-à-vis de l'adversaire, notamment à travers le rebond offensif, l'agressivité sur les lignes de passe en provoquant des pertes de balles à l'adversaire, etc. Donc, on va dire sur ces points-là, les choses se sont suffisamment répétées pour qu'on puisse construire dessus. Maintenant, c'est des éléments qui demandent, quotidiennement et puis toutes les semaines, vous soyez au rendez-vous, vous soyez très engagés. Et on va dire que nous, c'est notre condition indispensable pour pouvoir matcher ou être en compétition, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et contre tous les types d'équipes. Donc là-dessus, on a trouvé quand même une forme de constance. Ça, c'est au crédit des joueurs, d'être en capacité à répéter ça. Surtout que nous, c'est un petit peu notre levier, parce que dans le classement, en tout cas actuellement, on est en compagnie que d'équipes qui jouent 2 fois par semaine. Donc on va dire, si il faut réussir à en faire un élément en notre faveur, en termes de préparation de match vis-à-vis de l'adversaire, et puis aussi en termes de gestion de la charge, pour que le jour J, on soit en capacité d'être un petit peu plus haut que ses adversaires, qui se déplacent plus, qui répètent plus les matchs, pour que nous, on joue notre compétition, ce soit complètement tous les matchs de Betclic, et qu'on les joue avec cette approche un petit peu semaine après semaine, en mettant beaucoup d'ambition sur chaque match. Au vu des premiers matchs, elle peut aller jusqu'où cette saison, cette équipe? Je ne peux pas vous répondre. Non, mais en tout cas, je ne peux pas la projeter, puisque déjà, à partir de cette semaine, on se déplace. La semaine prochaine, on reçoit Monaco. Ensuite, on se déplace au Portel. On sait que souvent, les équipes à Noël, au break, elles font un point. Et puis, elles passent la seconde. C'est-à-dire que soit elles voient certains de leurs objectifs se dessiner, donc elles veulent accélérer dans cette direction, soit elles voient la zone rouge arriver, peut-être un petit peu plus fort, et donc elles se réorganisent en conséquence. Donc on sait que, très certainement, les pourcentages de victoire des équipes, ils s'écrasent un petit peu en deuxième phase. Donc réussir à rester performant alors que la compétition va monter encore d'un cran, et surtout qu'il y a des équipes qui vont sortir du championnat européen, donc qui vont avoir le même comportement que nous on a vis-à-vis de la Betclic. Par exemple, hier soir, le Portel a perdu contre Cholet, donc ils sortent de la Coupe d'Europe. Donc à partir de maintenant, ils vont basculer complètement en projet maintien. Donc le déplacement là-bas, ce sera là aussi un déplacement difficile. Donc ça, c'est le contexte. Et peut-être que si on sort un petit peu du contexte, la seule chose sur laquelle nous, on doit et on peut s'engager, c'est de continuer de progresser. On a vu que sur la phase aller, on a des éléments qui se sont stabilisés. Si on continue d'aller dans cette direction-là, je pense qu'on peut être en capacité de faire des coups, même si il y a peut-être des matchs où, sur la position de départ, encore une fois, on ne sera peut-être pas favori, mais peut-être qu'on est en capacité de bousculer, de continuer de bousculer un petit peu la hiérarchie du championnat. Vous considérez comme ça, comme une équipe qui bouscule? En tout cas, on cherche à bousculer à l'intérieur du jeu, à bousculer dans le cadre du basket, en proposant du jeu, en ayant de l'allant, en ayant la volonté d'avoir beaucoup de rythme aussi dans le partage du ballon, beaucoup de communication et de collaboration défensive. Donc là-dessus, on essaye de bousculer, de faire en sorte que si l'adversaire veut nous battre, il faut qu'il fasse un très bon match. Et déjà, à partir de là, on va dire qu'à minima, on est au niveau de l'événement. On parlait à l'instant des nombres de visiteurs qui viennent, qui est en augmentation, le nombre de visiteurs qui viennent voir les matchs. Ça, pour les joueurs, ça représente quoi? C'est un super levier de motivation, c'est aussi une récompense, la communion avec les supporters, avec les spectateurs, quand les gens reviennent, quand la salle se remplit. Et de la même manière qu'il ne faut jamais être rassasié de victoire, parce qu'on ne peut jamais se satisfaire du contenu, pour nous aussi, c'est une ambition. Quand la salle est remplie, c'est qu'on a fait notre part du travail aussi. Et ça récompense tout le club quand la salle est pleine. Donc ça, là-dessus, on a eu des très belles salles avec des très belles ambiances. On souligne beaucoup le match de Paris, bien évidemment. Mais ça a été le cas aussi contre Dijon, etc. Il y a eu d'autres belles soirées. Et puis surtout, potentiellement, ça en annonce d'autres. C'est important
On parlait mais pour le club aussi, mais aussi dans la gestion peut-être du groupe, comme il n'y a pas de Coupe d'Europe, effectivement, mais d'être encore en course sur tous les tableaux, d'avoir ces différents petits objectifs qui balisent aussi, qui sortent des semaines basiques à un match. De temps en temps, il y a un petit truc qui vient se mettre en plus. J'imagine que c'est important dans la vie du groupe aussi, d'avoir ces... Oui, puis ça ça dure en tout cas. Ouais, puis ça souligne aussi le caractère de nos joueurs qui sont compétiteurs. Et moi, il y a une mi-temps que j'ai beaucoup appréciée, c'est la première mi-temps à Tours. Puisque c'est toujours des contextes qui peuvent être un petit peu piégeux. Et on voit souvent qui on est quand on est dans une situation où potentiellement il y a un risque de manquer un petit peu d'humilité, etc. Et dans ce contexte-là, on a vu vraiment une équipe qui avait envie de jouer ensemble, envie de défendre ensemble. Et puis très vite, on s'est mis en ordre de marche. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé cette mi-temps-là. Peu importe voilà, le fait qu'on jouait contre une équipe de NM1, mais contre une bonne équipe de NM1. Et c'était un bon signal pour redémarrer l'année. Et même dans un match qui a peut-être été un petit peu laborieux, comme on a pu le dire à la sortie du match contre Gravelines, au visionnage du match, on a vu que Gravelines avait fait un de ses meilleurs matchs de la saison, en termes d'adresse, en termes de production, etc. Donc il a fallu battre une très très bonne équipe de Gravelines pour sortir aussi de cette confrontation la semaine dernière. Guillaume, vous faites partie des toutes meilleures équipes au rebond, avec Paris notamment. Vous n'êtes pas la plus grande pourtant, comment vous faites ? On travaille beaucoup sur ce secteur de jeu, mais ce travail-là, encore une fois, il a de valeur que parce que les joueurs ils s'engagent à 200% dans ce travail-là et qu'ils le font ensemble. Voilà, on a cette volonté de travailler sur le rebond offensif avec toute l'équipe. Et ce qui est, je pense, à souligner, c'est que quand vous le faites sur le début de saison, vous pouvez surprendre. Sauf que tout le monde fait le même travail que nous on produit, on analyse beaucoup les chiffres et la production des adversaires. Donc à partir du moment où, après 5 matchs, vous continuez à le faire et que vous continuez à le faire contre des top équipes, là pour moi c'est un vrai critère. Parce que les équipes adverses se préparent à essayer de vous contenir là-dessus, et malgré leur préparation, vous continuez d'être performant dans ce domaine. Donc ça correspond vraiment à l'ADN de notre équipe, et les joueurs ont vraiment adhéré à 200% à cet axe de notre jeu. Sur les cas individuels, Trevor peut être considéré peut-être comme le MVP club de la première partie de saison là. Il avait re-signé, certains avaient été un peu surpris puisqu'il était, on va dire, peut-être assez irrégulier l'an dernier. Comment vous avez travaillé avec lui et comment il évolue ? Certains qui ? Ah ouais, en dehors du club, les observateurs, commentateurs, supporters. D'accord. Non mais parce que... Non, je précise, moi le premier, si vous voulez. J'avais été surpris moi-même qu'il soit le meneur cette année. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y avait un aspect sur lequel on avait une garantie au-delà de la normale. C'est l'éducation, le comportement. Voilà, qui est Trevor Huggins en tant que personne. Là-dessus, que ce soit à l'intérieur du club, tout le monde était dithyrambique à son sujet. Et même quand j'ai essayé de creuser, notamment aux États-Unis, etc., pour avoir des informations sur lui, toutes les choses étaient alignées. Et donc là-dessus, c'est quand même un élément très important quand vous allez vivre une saison, et une première saison pour moi en Betclic, d'avoir quelqu'un avec lequel on peut échanger et qui surtout, la résonance de l'échange, elle est dans le fait de vouloir s'améliorer, d'être dans un comportement positif et surtout un comportement orienté vers les autres. Et je pense que ça, c'est une qualité qui est assez rare et qui est très difficile à évaluer à distance. Donc le fait qu'il ait déjà une connaissance de l'environnement, c'était un point sur lequel au moins on pouvait cocher la case. Après, la deuxième case qu'on pouvait cocher, c'était celle de l'adresse. Puisque d'ores et déjà, l'an dernier, la performance de Trevor a marqué plus de 3 paniers par match à 3 points. C'est une performance exceptionnelle. D'ailleurs, dans toute l'histoire du Mans, il n'y a que 2 joueurs qui ont réussi à le faire. Et cette année, il y en a un 3e. Mais sauf que sur les 3, 2 fois, c'est lui. À plus de 3 paniers à 3 points marqués par match. Donc ça souligne quand même que ça, c'est une caractéristique qui, quoi qu'il arrive, il l'a possédée l'an dernier. Donc on pouvait imaginer que cette caractéristique-là, à minima, il serait capable de la reproduire. Là où la discussion pour le faire revenir, c'était de s'engager sur dire, ok,
il faut que tu sortes un petit peu de ta coquille de shooter pour développer des capacités de leadership en tant que meneur de jeu. On ne va pas te demander d'être un aboyeur, ça ne correspond pas à ta personnalité. Par contre, on va souhaiter que tu deviennes un leader technique. Et donc là-dessus, il va falloir que, notamment dans les moments creux, tu continues d'être un leader technique. Puisqu'une des choses qu'on avait soulignées, c'était que quand il y avait des moments plus difficiles, il avait pu avoir tendance à reculer un petit peu pour laisser de la place, laisser le leadership à d'autres joueurs. Donc ça, c'était un petit peu le deal de son retour. Je pense que là-dessus, il a œuvré pour ça. Il y a un autre aspect sur lequel il a œuvré, et où il a compris que s'il voulait aller vers le plus haut niveau, il fallait qu'il ait un comportement encore plus élite sur la gestion de son corps et sur le développement physique, puisque entre le moment où il est arrivé cet été et maintenant, il y a aussi une transformation sur cet aspect-là. Je pense que ça renforce sa confiance. Donc sur tous ces aspects, il répond complètement à nos attentes. Donc il est récompensé par des grosses séquences d'adresse. Je pense que toute l'équipe assume ses prises de risque, souhaite ses prises de risque. Et donc il n'y a aucun problème à dire qu'il est en tout cas il est leader dans ce domaine-là, dans le scoring par les points, mais aussi dans la prise de risque, dans les moments décisifs. On sait que on lui fait confiance, on lui met la balle dans les mains, on essaye de lui faciliter un petit peu la vie autant que possible. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux les équipes ou l'équipe qui vous a le plus impressionné sur cette phase aller? Et pourquoi éventuellement? Je t'en prie. Alors, moi, j'ai quand même un très mauvais souvenir personnel de Saint-Quentin ici, qui avait été très bon ce jour-là. Peut-être qu'ils ont eu un petit coup de moins bien après avec la Coupe d'Europe, je sais pas, voilà. Mais ce jour-là, et quand on parle de notre parcours, tout le monde fait référence effectivement aux perfs qu'on a pu réaliser, c'est bien. Et tout le monde me dit tout de suite, ah bah ouais, mais si on n'avait pas perdu contre des équipes de notre niveau, on serait encore plus haut, évidemment. Simplement, moi, Saint-Quentin, j'ai pas de regrets. Sauf d'avoir perdu le premier match de la saison à domicile, j'ai pas de regret, parce que ce jour-là, Saint-Quentin était vraiment plus fort que nous, je trouve. Et ils m'ont vraiment impressionné ce jour-là par leur jeu. Voilà, donc c'était clair. Je dirais pas la même chose, et je pas pour dire du mal, mais de Nancy, la défaite de Nancy, c'est autre chose. Nancy m'a moins impressionné ce jour-là. Je pense que c'est nous qui avons peut-être été un peu en dedans. Mais sinon, voilà, après, parler des autres, Chalon-sur-Saône a été très bon contre nous aussi au Colisée. Alors, il nous manquait 2 joueurs, mais ce jour-là, ils ont fait un très bon match. Bon, voilà, alors, je ne parle pas des plus grosses équipes, hein, mais parce que Monaco, forcément, Paris, je ne peux pas dire que j'ai été impressionné sur ces confrontations-là. Après, il faut admettre que Cholet fait une saison, et ils sont récompensés par leur classement, ils font une première partie de saison incroyable. Ils ont, je pense, aussi bénéficié de, peut-être un peu comme nous, par moment, de concours de calendrier, on va dire, par rapport aux équipes d'Euroleague pour faire les performances, mais comme disait Guillaume, ça fait partie du jeu. Ils jouent quand même une Coupe d'Europe. Ils ont pu préparer ces matchs-là contre des équipes qui avaient peut-être pu jouer 2 jours avant en Euroleague, donc on sait que l'influx qu'on laisse est important. Mais ils ont été réguliers. Franchement, ils ont été réguliers, ce qu'on ne pouvait pas forcément deviner en préparation. On les a croisés, on voyait une bonne équipe, mais voilà, de là à les voir premiers, honnêtement, je pense que ça a surpris tout le monde. Donc il faut reconnaître qu'ils ont fait une super partie de saison. Ouais, moi, j'abonderai dans ce sens-là, et ça permet aussi de souligner le travail de mes homologues coachs français, puisque les clubs qui ont été cités, ils sont coachés par des coachs français. Et des jeunes coachs, notamment Julien Mahé, qui hier soir ils ont été arrachés une belle contre Galatasaray en faisant un match de très très haut niveau. Voilà, aujourd'hui c'est peut-être une des équipes qui nous a le plus malmenés depuis le début de la saison. Ok, c'était le premier match à domicile, mais c'est une réalité. Voilà, après il y a tout un tas de bonnes équipes. Offensivement, le match Bourg-en-Bresse contre nous a réalisé une très très grosse perf aussi, avec un ballon qui était très vivant. Ils ont trouvé beaucoup de solutions vis-à-vis de notre défense. Donc ça, c'est des choses forcément qui restent quand les équipes ont été vous ont dominé sur certains aspects. Après, voilà.
Un petit. Vas-y. Alors, juste une toute petite précision, parenthèse, quand on parlait du nombre de visiteurs qui viennent, je devrais le savoir, mais bon, combien de visiteurs peut accueillir la salle? 6016. 6016, ok, merci. 6016 exactement. Un petit mot sur Loïs, qui est dominant en espoir, qui a signé pro, qui s'entraîne au quotidien avec toi, Guillaume. Est-ce que tu le sens prêt à entrer un peu plus dans les rotations ou voilà, il faut lui laisser un petit peu de temps, pas précipiter les choses? Déjà, il est blessé, et il est en reprise là actuellement, donc il est blessé depuis un petit moment, donc il faut être patient. Loïs fait de belles choses en espoir sur son poste 3. La marche est importante. Aujourd'hui, son rôle, il n'a pas forcément évolué, même si son contrat a évolué. Il y a deux parties. Il y a une partie réglementaire. Il nous faut 10 contrats professionnels. Donc la perte de Matthias Van Beet nous obligeait à avoir un 10e contrat professionnel. Par contre, on avait la possibilité d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur du club pour renforcer l'équipe. Notre parti pris, ça a plutôt été de dire, non, on va mettre Loïs en backup 3, c'est-à-dire derrière potentiellement Noah et David Di Leo si jamais il y avait des besoins sur un match, parce qu'on voit qu'à l'entraînement, il est en capacité de s'opposer, que pour nous, on ne voulait pas casser l'équilibre de l'équipe aussi, globalement, et qu'on préférait garder des cartouches si d'aventure on rencontrait des mésaventures pour le coup. J'ai une question plus pour Christophe. On a été plusieurs à être étonnés sur le lieu de la Leaders Cup. On était un peu resté sur le Futuroscope. C'était un peu le deal, je crois, après Leaders Cup à Disney. C'était 2 ans d'attente avant le concurrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le choix de Caen vous plaît? Alors, par rapport au Futuroscope, oui, je sais que ça a été dans les tuyaux, mais il n'y a jamais eu rien d'acté. D'accord. C'était simplement dans les tuyaux. Après, il n'est pas impossible qu'il y ait eu un souci de calendrier, c'est-à-dire de disponibilité de l'Arena pour accueillir la Leaders Cup mi-février. Donc je pense que de ce fait, ils ont dû retirer leur candidature, ou la candidature qu'ils avaient pu envisager sur le principe. Après, il y a eu d'autres candidatures. Moi, celle de Caen, je suis allé visiter la salle. Enfin, je suis allé voir un match. Je suis allé voir un match de Pro B il n'y a pas longtemps pour aussi visiter la salle. Et j'ai vraiment été impressionné par ce nouvel outil. Donc on sait l'engouement qu'il y a autour du club de Caen depuis la NM1 et leur remontée qui continue, je veux dire qui perdure, c'est très clair. Les installations sont franchement top niveau. Bon, alors oui, c'est une petite salle, c'est 4002, mais bon, je pense que moi je suis ravi, sincèrement, je suis ravi du choix qui a été fait. On verra, ça préjuge pas de l'avenir, ce qui va se passer. Je sais qu'il y a... C'est one shot ou c'est... Oui, je crois que c'est one shot, puisqu'en tout cas, le comité directeur de la Ligue a attribué la Leaders Cup pour l'édition 2025 et pas encore pour l'édition 2026. Donc je sais que là, le président et le DG s'affairent activement pour recenser les candidatures déjà pour 2026, et même, je ne trahis pas de secret en disant 2026, 2027, 2028, pour essayer de se projeter, savoir qui est candidat, et on a la chance en France d'avoir maintenant quand même des salles, de très belles salles. Je ne vous dis pas que c'est elles qui sont candidates, mais on sait qu'il y a une nouvelle salle à Orléans, on sait qu'il y a l'Adidas Arena à Porte de la Chapelle, il y a la LDLC Arena à Lyon, il ne faut pas l'oublier. Il y a évidemment le Futuroscope, enfin il y a pas mal de salles qui sont en mesure de... Voilà. Mais je trouve ça bien d'y aller aussi par étapes, de réinstaller cet événement, parce que je vous rappelle qu'avec le Covid, on a quand même tous pris un coup sur la tête, y compris pour ce genre d'événement, et donc de le réinstaller. Les deux éditions de Saint-Chamond ont été des succès, voilà. Bon, je crois que je ne doute pas que Caen sera également un succès, avant peut-être de voir encore plus grand, mais je ne sais pas si pour ce style d'événement, la capacité de la salle est un enjeu fort. Je ne suis pas certain. Autant pour faire un show unique, All-Star Game, évidemment qu'il faut de grandes salles, évidemment. Autant pour un événement qui réunit autant d'équipes sur 3 jours, voilà, et qu'il faut remplir absolument pour 3 jours. Absolument, il faut remplir. Je ne sais pas. Voilà. Mais là, je laisse les hautes instances de la Ligue réfléchir. Et vous pourriez être candidat pour accueillir... Non.
Non, on ne l'a jamais été, on ne le sera jamais. Tout simplement pour des raisons financières, parce qu'aujourd'hui, dans le cahier des charges, notamment, qui est rédigé par la Ligue nationale de basket, il y a un droit à payer pour accueillir l'événement qui est important, sans compter évidemment la mise à disposition de la salle, des équipements, de la sécurité, du nettoyage, des espaces de réception, ainsi de suite. Je ne vous parle même pas du mode économique ensuite entre la répartition des recettes, matchs, hospitalité, ainsi de suite. Déjà sur le principe de dire il faut payer assez cher, parce que maintenant il y a à nouveau des collectivités ou des clubs qui sont prêts à payer assez cher pour accueillir l'événement. Moi, honnêtement, sur l'équilibre économique du truc, c'est pas possible. Et je me vois pas demander à Le Mans Métropole. Je leur ai soumis le cahier des charges, voilà. Mais évidemment, pas intéressé. Ou alors, c'est au détriment de l'aide apportée en direct au MSB. Pardon, mais mon choix est rapide. Autre question financière, puisqu'on y est, est-ce que la région Pays de la Loire, qui a baissé ses subventions, supprimé, est-ce que vous êtes impacté, est-ce que le club va perdre de l'argent? Oui, on sera impacté à partir de la saison prochaine, pas pour l'exercice 24-25, puisque les aides étaient votées et ont été validées, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais effectivement, comme l'ensemble des clubs professionnels de la région et d'autres secteurs, vous avez tous fait l'écho, on a été informé effectivement que ça serait 0 à partir de la saison prochaine. 0, alors qu'avant c'était combien? 140. Donc, 140 000 euros, pardon. il y a 140 000 euros en moins Oui, pour l'année quand prochaine. on cumule à la fois ce qu'on va appeler la subvention d'aide générale et les prestations publicitaires, c'était une enveloppe de 140. Et à ce sujet, moi je fais évidemment pas de politique. J'entends les arguments avancés par la présidente de région sur le fait que la région n'a peut-être pas vocation à financer un sport professionnel. Je crois que ça s'entend. Ce qui me chagrine un petit peu, je pointe une petite incohérence, mais entre le discours qui est de dire on va se recentrer sur nos prérogatives qui sont la formation, la jeunesse, l'emploi. Or, dans la subvention qui nous était octroyée, il y avait une large partie qui était liée à notre centre de formation, qu'on finance avec des sommes importantes. Et là, pour le coup, c'est 0 aussi. Donc voilà, c'est juste ce point-là qui me chagrine un petit peu. Arrêter de subventionner le sport pro, ok. Arrêter d'aider le centre de formation qui est en fait une passerelle entre les deux mondes. On parle souvent de double projet. Voilà, ça m'embête un peu plus. Voilà. Mais après, une fois que je vous ai dit ça, on n'est pas plus avancé. Est-ce que des décisions ont été prises sur, on oublie ces 140 000, on fait 100, ou qu'est-ce qui se passe au sein du club en ce moment? Je crois que j'ai pas le choix. Non, mais J'ai reçu un courrier en bonne et due forme de la région qui, au moins, m'informe largement en amont, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas pour la saison en cours. Là, ça aurait été terrible. Par contre, pour le coup, je vous le cache pas. Mais on nous informe pour la saison prochaine, donc pour mon exercice 2025-2026, je sais qu'il faudra que j'inscrive 0 en face des lignes budgétaires pour la région. Voilà, je le regrette, mais je dois faire avec. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner pour le club? Il va falloir qu'on aille trouver des ressources supplémentaires ailleurs, comme on essaie de le faire chaque année. Je pourrais vous dire, on va encore essayer de faire la chasse aux dépenses superflues. Je crois honnêtement, je suis un petit peu connu maintenant pour ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dépenses superflues au club depuis des années, mais peut-être qu'il y a encore des choses à gratter, et puis on va s'adapter. Après, le problème, c'est que la variable d'ajustement dans notre budget, ça reste toujours, in fine, la masse salariale sportive, puisqu'on a des frais fixes qui sont incontournables. Je vais vous parler de la salle, je vais vous parler du fonctionnement du club, je vais vous parler du centre de formation, justement, ou alors on pourrait considérer, on arrête. Le centre de formation, on arrête, ou on arrête, du moins, on fait le strict minimum, conformément au cahier des charges de la fédération. Ça nous coûterait moins cher, je ne vous le cache pas. Mais ce n'est pas la volonté du club. Voilà. On veut continuer à travailler sur la formation, à amener des jeunes vers le milieu professionnel, à porter le maillot de l'équipe première si possible. Voilà, c'est l'objectif. Donc les arbitrages, je vais pas licencier du personnel administratif. Honnêtement, il n'y a pas ce sujet-là chez nous, je vais pas exagérer. Mais oui, il va falloir faire encore quelques arbitrages. Et puis surtout, on doit encore se retrousser les manches pour aller chercher de nouvelles ressources. Ce qu'on fait chaque année, mais avec cette contrainte supplémentaire de dire on part à moins 140. Voilà. Ça pourrait impacter l'équipe première? Oui, puisque je viens de vous dire que la variable d'ajustement d'un budget, moi la façon dont je construis mon budget, c'est, vous savez, j'ai des charges qui sont fixes, donc je les aligne. Voilà. J'ai des ressources qui sont quasi garanties, je les inscris. Et puis après, je fais la différence et la balance, c'est sur le renouvellement des joueurs qui sont en fin de contrat. Vous avez un joueur qui était à 100, je ne vais plus avoir 100, je vais peut-être avoir que 80 ou 90.
Voilà. Donc on va essayer de ne pas impacter l'équipe professionnelle. On va essayer, c'est toujours le travail qu'on mène, évidemment. Mais il n'est pas impossible qu'effectivement l'équipe soit un peu impactée. Après, on parle de 140 000 euros sur 6,5 millions. C'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, on doit être capable quand même de continuer à avancer et de bien travailler et de nourrir des ambitions. On peut profiter de la présence de Guillaume pour parler un peu de Nanterre, comme ça on anticipe le prochain déplacement. Déjà, quel souvenir tu gardes du match aller? Je me souviens bien, le début de match avait été compliqué, vous aviez vite redressé la barre. Oui, on a eu un quart de match très très bon contre Nanterre. Après, on avait regretté les 5 premières et les 5 dernières minutes. Les 5 premières minutes parce qu'on n'était pas rentré dans le match comme il se devait, notamment sur la transition défensive où ils nous avaient malmenés. Et puis à la fin du match, où sous leur pression tout terrain, on va dire, leur énergie un petit peu de se rapprocher sur la fin, un peu d'énergie, pas de désespoir, mais en tout cas de dernier rush, ben, ils avaient recollé. Et donc ils étaient repassés sous les 10 points et on finit par gagner le match de 7 points. Donc quand on sort du match, ça paraît toujours, entre guillemets, anecdotique, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que à partir du moment où on bascule en phase aller, il y a toujours un double enjeu sur les matchs. Il y a l'enjeu de la victoire-défaite et puis il y a l'enjeu du goal average. Et donc, sur ce match-là, on peut se dire, on a 30 minutes qui étaient de bonne facture à l'intérieur du match. C'était notre deuxième victoire après Strasbourg, donc c'était aussi un match où on était un petit peu sous pression, puis c'est notre première victoire à domicile. Oui. Et sur la fin, on peut regretter d'avoir eu quelques errances, quelques moments non maîtrisés qui ont fait fondre notre avance, puisqu'on était, je crois, on va avoir 18 points d'avance avant ce rush final de Nanterre. Donc ça, c'est pour le contexte. Et puis après, depuis Nanterre affiche un meilleur visage en championnat, où ils ont été soit beaucoup plus proches de réaliser des grosses performances, soit ils ont gagné les matchs nécessaires. D'ailleurs, sur leur série des 5 derniers matchs, ils ont gagné 3 matchs. Donc voilà, ils sont rebasculés dans des séries de 5 positives, on va dire. Et puis ils viennent d'aller gagner à Ostende en Coupe d'Europe, ce qui leur donnera le droit de jouer une belle à domicile la semaine prochaine et donc de potentiellement continuer l'aventure européenne. Avec ça, ils ont rééquilibré leur effectif également, avec la venue de William Howard. Et donc voilà, ils continuent un petit peu à remodeler leur effectif, à redynamiser leur saison. On sait qu'en termes de potentiel, c'est une équipe qui offensivement a vraiment la tête d'un prétendant au top 5. Et pour l'instant, s'ils ne confirment peut-être pas jusque-là, c'est peut-être parce que le niveau défensif n'est pas encore monté jusqu'à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une équipe très dangereuse, notamment à domicile. D'ailleurs, dimanche dernier, elle était à quelques coups de sifflet de battre Monaco à son tour. Ils ont embêté Cholet assez longtemps aussi. Oui, bien sûr, le match s'est renversé à la fin. Cholet réussit à gagner sur un score un peu fleuve, là, 104-97 à Nanterre. Mais Monaco, sur un match qui était sur un tempo un petit peu différent, Nanterre a compté 10 points d'avance sur l'ensemble du match. Et c'est que dans le dernier quart-temps que Monaco a refait son retard et est repassé devant. Donc voilà, une équipe qui a une ossature très solide avec beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de joueurs qui ont une quinzaine de points dans les mains potentiellement. Après, à nous de mettre à mal un petit peu leur partage du ballon et de réduire ce potentiel offensif. Je crois avoir vu que c'est l'équipe qui tentait le plus de 2 points, ce qui ne correspond pas forcément à l'ADN qu'on a en tête de Nanterre, qui shootait beaucoup à 3 points, qui vivait un peu par sa réussite à 3 points. Tu ressens ça? Ils ont changé un peu leur manière de jouer? Bon, on est toujours impacté par la qualité des joueurs qu'on a. Et c'est vrai que ils ont, je pense, de meilleurs finisseurs, mais un petit peu moins de shooters que certains de leurs effectifs par le passé. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont jeté leur dévolu sur William Howard, qui est quand même un spécialiste du tir à 3 points sur toute sa carrière. En tout cas, qui peut, on le sait, et vous le savez encore mieux que moi, vu la fin de saison qu'il a fait, notamment quelques grosses performances où il est capable de marquer 5-6 paniers à 3 points dans un match. Et donc, je pense que c'est pour ambition de rééquilibrer un petit peu cette donnée-là.
Mais si vous avez regardé leurs statistiques, vous vous êtes rendu compte que c'était l'une des toutes meilleures attaques du championnat. Donc peu importe contre qui, ils sont capables de matcher le niveau offensif. Ça a été le cas contre Monaco, contre Cholet, contre Paris. Même s'ils ont échoué sur le final de ces matchs-là, ils ont tenu l'essentiel du match. Ok. Par rapport à ce que vous avez vu contre Gravelines, comment vous voyez justement cette préparation il y a eu pas mal de tirs à 3 points qui ont été concédés, notamment avec un joueur qui finit à 25 points, je crois, de leur côté. Comment vous voyez ça, cette capacité défensive à stopper les shoots à 3 points? Alors, la particularité sur le match de Gravelines, donc vous parlez de Glyn Watson, leur meneur de jeu, en fait, les tirs à 3 points qu'il a mis, c'est des tirs sur lesquels on veut amener l'équipe adverse. Je m'explique. C'est des tirs contestés en fin de possession. Donc à partir de là, on va dans une zone où le talent des joueurs il s'exprime. Il y a par exemple 2 tirs qu'il met en deuxième mi-temps, au buzzer des 24 secondes. Il y en a un notamment dans un corner qui est contesté par Léopold Delaunay. On est à la limite où à un moment donné, il faut que nous aussi on soit capable de dire aux joueurs, c'est pas grave. On a été là où on voulait. Après, on a contesté le tir, on est à la 24e seconde, on les a poussés dernier temps. Ils ont un joueur qui est en capacité de mettre ces tirs-là, comme nous de temps en temps, Trevor par exemple met ce type de tir. Il faut y retourner. Et c'est la récurrence de ces tirs-là qui fait que petit à petit, ce joueur il va rater des tirs. Et puis il y a peut-être des soirs où il va continuer de les mettre. Et là la soirée, la soirée est compliquée et longue. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis que Gravelines a fait un bon match. Parce que ils ont trouvé en Glyn Watson quelqu'un pour porter l'équipe offensivement, en relais de Catour et de Bab. Et nous, on a fait un gros travail. Et voilà, on parlait par exemple du match de Noah qui avait été un petit peu en demi-teinte contre Gravelines. Mais par contre, si on regarde son match sur l'aspect défensif, le travail qu'il a abattu sur Chris Bab, c'est un travail de haut niveau. Et donc, lui, il finit à 4 sur 12 au tir. Donc ça, c'est une performance. Ensuite, Catour, c'est un autre shooter qui, à mon avis, peut faire une belle carrière en Europe sur sa qualité de tir. Lui aussi, on a contraint son pourcentage. Donc finalement, on a petit à petit usé cette équipe de Gravelines dans son efficacité, hormis un joueur qui était un petit peu au-dessus de son niveau moyen en termes d'adresse. Et là-dessus, il a fallu faire front. Donc ça nous arrivera d'autres soirs qu'il y a un joueur qui soit en capacité de mettre ce type de tir. Ce qui est bien, c'est qu'au moment où ils ont eu se rapprocher dans les 3-4 dernières minutes, on a toujours réussi à garder 2 paniers d'avance. Et on peut en revenir autour de Trevor Huggins. Il y a un autre joueur qui a montré beaucoup de leadership offensif, c'était Shane Thomas sur ce match-là. Parfois, tout le monde peut-être se dit qu'il en garde un petit peu sous le pied. On a toujours un petit peu cette frustration. Tellement il a de l'élégance sur le terrain, on se dit à tout moment il pourrait faire la différence. Je pense que sur ce match, dans un match où tout le monde était dans ce combat, lui nous a permis d'avoir ce petit clic de maîtrise supplémentaire. Et vous parliez de la deuxième partie de saison, je pense que lui il est un des facteurs de la poursuite de notre dynamique. C'est qu'ils réussissent à produire ce type de match avec une fréquence un peu plus rapprochée. C'est comme l'inspecteur Colombo, la petite dernière. La date du tirage de la Coupe de France. Ça c'est intéressant. Ouais, ça, c'est un piège, ça. Je crois que c'est le 22 janvier. 22 janvier. Oui, ce qui est terrible d'attendre le 22 janvier pour savoir où on doit aller jouer éventuellement le 12 février, alors qu'on a joué avant. Alors je sais bien qu'il y a des matchs qui se jouent plus tard, et je crois que même il y a un 8e de finale qui va se jouer le jour des quarts de finale. Bon, mais on est passé de 18 à 16, puis au final je vois pas bien la plus-value pour ce genre de choses. Alors j'entends, là, Guillaume parlait de Nanterre qui va aller jouer comme Saint-Quentin d'ailleurs, qui va aller jouer un match 3 pour le top 16, très bien, ça complique aussi la donne, mais bon, je trouve pas ça très sérieux globalement d'attendre, parce que pour parler clairement, si vous devez aller jouer à Monaco,
prendre les billets d'avion, l'hôtel, c'est toujours assez compliqué. Donc plus vous attendez, plus c'est compliqué et plus c'est cher. Voilà. Et à contrario, si vous devez recevoir, si vous avez envie que ça soit une fête et qu'il y ait du monde pour vous soutenir, ça se remplit pas, un quart de finale de coupe, ça se remplit pas comme ça non plus en disant tiens, on reçoit, je sais pas, Paris ou Villeurbanne et voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais on en saura sûrement un peu plus le 22. Après, vous dire quand est-ce que ça va se jouer, s'il y a des matchs qui vont jouer fin février, quart de finale. Donc très peu de temps avant les demi-finales. Donc je vous passe aussi les détails, on va pas trop se projeter. Mais... On joue les quarts après la finale. Ouais, moi je crois que tout est possible. Tu sais, tu mets des options et puis voilà.